bonjour à tous. Alors, c'est la troisième séance du séminaire que le Centre d'Alembert organise cette année sur le thème prévision, précaution, prévention, catastrophe. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas ou mal le Centre d'Alembert, c'est une structure de l'Université Paris-Sud qui propose une réflexion sur les sciences, à la fois dans leur contenu et dans leur rapport à la société, en particulier en direction à la fois des collègues de la communauté, essentiellement communauté Paris-Sud, mais maintenant plus largement la communauté Paris-Saclay. La communauté Paris-Saclay, mais qui est aussi ouvert à l'extérieur. Et donc, je sais qu'ici, il y a pas mal de personnes qui viennent de l'extérieur. Mais qui, beaucoup d'entre nous habitent dans les environs. Voilà. Donc, on a cette année la particularité, pour les habitués, vous savez qu'avant on avait l'habitude de faire ça régulièrement le jeudi de 13h30 à 15h30 au bâtiment des colloques. Et cette année, on a décidé un peu de tester une autre formule en préparant les séances, donc comme souvent on les décline de manière disciplinaire, en préparant les séances avec des ressources, disons, locales. Donc pour cette séance, on a préparé avec l'IDEV, l'Institut pour la diversité, l'écologie et l'évolution du vivant, donc Pierre Capi, et puis donc de faire ça, de se rapprocher des lieux où sont les collègues, en espérant que ça faciliterait le public, enfin la venue du public de tout, voilà. Et pour l'instant, il me semble que sur les 3 séances, y compris celle-là, le pari soit plutôt réussi. Et puis on essaye aussi d'attirer les étudiants. Et je crois qu'il en a compris un certain nombre aujourd'hui, ce dont je me réjouis. Alors pour la séance d'aujourd'hui, pour des questions de biodiversité, je vais donner la parole à Oliver qui a aidé à organiser la séance et qui va présenter les intervenants. Et moi je vais passer derrière. Bien, bonjour tout le monde. Donc passons à la séance biodiversité. À moi de dire 2 ou 3 mots sur nos invités. On a Pierre-Henri Guillon qui a fait le long voyage de Paris sous la pluie aujourd'hui. En moto. Il nous a déjà annoncé, ce sera la dernière fois qu'il intervient à Orsay entre octobre et mars à cause de la météo, parce qu'il se déplace en moto. Donc vous appréciez la chance, j'espère. À part ça, il est professeur au Muséum national d'histoire naturelle depuis 2006. Il est aussi professeur à Sciences Po. Et avant d'aller à Paris, il était longtemps ici, professeur à l'Université Paris-Sud depuis 1988 et 2005. Parmi les maintes plaisirs de ce type de travail, il a aussi dirigé un certain temps le laboratoire écologie systématique évolution. Vous en doutez, ses intérêts de recherche sont dans l'évolution, la botanique, la génétique, l'écologie, l'éthique. Il a un DEA de philosophie, si je ne me trompe pas. Et donc, les relations sciences et société le préoccupent aussi. Notre deuxième intervenant, Jeanne Lecomte, est d'ici, on va dire, arrivé ici en réalité en 88 pour faire un DEA d'écologie, n'est-ce pas? Après, devenue maître de conf et professeur plus tard, et depuis 2013, directrice de justement ce laboratoire écologie systématique évolution. Le fonctionnement est le suivant, chacun des deux va parler quelques minutes. Pierre-Henri Guillon va commencer avec une sorte de définition de la biodiversité. Ensuite, il y aura Jeanne Lecomte pour expliquer ce qu'on appelle les éléments de la crise de biodiversité actuelle. Ensuite, il y aura une session mixte, on va dire, préservation de la biodiversité, pourquoi et comment. Pour chacune de ces sessions, il y aura après le temps de questions. L'essentiel aujourd'hui, c'est faire un débat avec vous. Et donc, on verra comment ça évolue, combien de temps ça prend chaque partie. Mais les interventions, on va dire, plus formelles des deux sont plutôt courtes. Merci d'être venu. À vous la parole. Merci. Donc, je suis très content de revenir sur les lieux de mes anciens crimes. Je suis très fier d'avoir pour successeuse, c'est ça qu'on dit, Jeanne Lecomte,
Bernard Saugier, qui est dans la salle et qui m'avait précédé à la direction de ce labo, se souvient d'une période où toute la direction du labo était assurée par des hommes. Et je dois dire que ce dont je suis très fier, c'est qu'aujourd'hui, c'est globalement dirigé par des femmes, ce labo. Donc, bravo. Voilà, donc je vais vous parler de ce que c'est que la biodiversité, plutôt que de ce que c'est pas, peut-être. Et donc, je vais vous dire que quand on présente la biodiversité, il est de bon ton de montrer des photos aussi sympathiques que possible. Alors, j'ai mis des bactéries parce que d'habitude, on les oublie, mais voilà, on va mettre des bestioles diverses et variées et aussi sympathiques que possible pour donner l'impression que la biodiversité, c'est sympa, c'est bien, il faut la garder. Et ça, je pense que c'est une très mauvaise manière de présenter la biodiversité. Or, c'est comme ça qu'on fait tout le temps. Donc, c'est pour ça que je veux commencer directement par ça. Alors, il y a un côté un peu manipulatoire, déjà, parce que si on avait choisi d'autres bêtes, peut-être que les gens trouveraient que c'est beaucoup moins bien, tout compte fait. Mais surtout, ça donne de la biodiversité une image de collection de timbres qui colle avec une vision parfaitement statique de la biodiversité. Alors ça, je pense que c'est absolument anti-scientifique. Donc, en fait, la biodiversité, évidemment, quand on regarde le monde vivant, on voit tout de suite qu'il y a un fouillis de trucs très différents, et il n'y a pas besoin d'être un scientifique ni même un humain pour reconnaître là-dedans des catégories qu'on peut appeler des espèces. Mais ce qu'on fait avec ces espèces, comment on les considère, comment on considère la diversité de tout ça, ben c'est ça qui a évolué beaucoup au cours des temps. Je ne vais pas remonter à l'Antiquité, mais je vais m'arrêter déjà au siècle des Lumières, au XVIIIe siècle. C'est là que commence le fait d'ordonner cette biodiversité, de mettre en place des systèmes, de créer une nouvelle science qui s'appelle la systématique, qui est la science qui produit des systèmes qui organisent la biodiversité et qui regroupe ces espèces en genre, en famille, en ordre, etc. Et cette science donc, qui continue à évoluer aujourd'hui, mais qui a énormément changé. Et le prince de la systématique, celui qui l'a créé, c'est Carl Linné, donc un naturaliste suédois, qui au XVIIIe siècle va proposer donc, ce premier système de la nature. Et il le fait sur une base théorique très claire. Il explique que toutes les espèces tiennent leur origine de leur souche, en première instance de la main même du Créateur Tout-Puissant, car l'auteur de la nature, en créant les espèces, imposa à ces créatures une loi éternelle de reproduction et de multiplication dans les limites de leur propre type. Et cette phrase est extrêmement claire. Elle dit d'une part que c'est les espèces qui ont été créées. Elle dit d'autre part que ces espèces sont éternelles et qu'elles sont immuables. Elles restent dans les limites de leur propre type au cours des temps. Donc, une vision du monde de départ qui est la vision de la création, la vision de la Genèse. Et qu'on soit croyant ou pas, la Genèse, c'est la première image qu'on a de la création et de la diversité du monde vivant quand on est un occidental. Et ça, pour moi, c'est une catastrophe, je veux dire clairement, parce que le résultat, c'est donc cette vision d'un monde très stable. Tout le monde est obsédé par les questions de stabilité des écosystèmes, de stabilité de la Terre, etc., etc. Rien de tout ça n'est stable, on le sait, mais on a été éduqué là-dedans. Et l'enseignement des SVT est en gros créationniste. Pourquoi je dis qu'il est créationniste? Parce que le monde vivant nous est présenté comme un machin parfaitement stable. Dans tout. Or, on commence à entendre parler d'évolution en troisième, pour le moment, et puis alors si on fait du S, après, en première et terminale, on va en voir plus. Mais le résultat, c'est que la majorité des Français ont une vision de la nature parfaitement stable qui leur a été donnée dans leur jeunesse par la Genèse et confortée par l'enseignement des SVT. Je me bagarre régulièrement avec les inspecteurs généraux de SVT pour leur dire mais il faudrait absolument mettre de l'évolution dès le primaire. Oh là là, c'est trop compliqué. Puis il faut quand même respecter un peu l'ordre des découvertes. Je leur dis bah, c'est ça, dites donc que la Terre est plate en primaire. En troisième, on leur dira qu'elle est un peu bombée. Puis en première, pour ceux qui font S, alors ils verront qu'elle est ronde. Vous comprenez? Bien sûr que c'est compliqué de comprendre que la Terre est ronde. D'ailleurs, quand on dit à un enfant que la Terre est ronde, il y en a souvent, ils nous disent, mais les mecs de l'autre côté, bah, alors on dit, bah ouais, bah, ils tiennent quand même, bon, et un enfant, c'est une éponge, ils acceptent, et puis voilà, si on leur enseignait l'évolution dès le début, ils auraient une toute autre vision du monde que cette vision statique. Alors, ça, évidemment, pour sauver la biodiversité, la méthode est très simple dans la Genèse, c'est pas compliqué, vous mettez un couple de chaque espèce dans un bateau, et puis tout est sauvé. Alors, je vous préviens que ça marche pas, Ça marche pas parce que si vous mettez juste un couple, il y aura plein de consanguinité et tout ça va se casser la figure. Donc du coup, les gens qui s'occupent de conservation se sont rendus compte qu'il fallait aussi s'occuper de la diversité dans les espèces, mais en tant qu'elle est nécessaire au maintien de l'espèce. Mais l'obsession pour l'espèce reste vraie chez la plupart des biologistes. Alors je ne parle pas des non-biologistes, c'est encore pire évidemment. Donc
On a un vrai problème avec ça. Bon, on a fini par découvrir que les espèces s'éteignaient, et puis on a fini par comprendre qu'elles se transformaient sous l'action de la sélection naturelle. Bon, j'ai pas le temps de détailler ça, mais enfin, donc la biologie actuelle est fondée sur la théorie darwinienne. Et Darwin, en gros, ce qu'il va nous dire, c'est ce que c'est que la biodiversité dans l'origine des espèces, qui est publié en 1859. Et il va résumer tout ça dans un diagramme qui est beaucoup moins sexy que la photo du début de la biodiversité que je vous ai montrée, évidemment. Mais j'aimerais, si je réussissais mon coup aujourd'hui, que quand vous penserez biodiversité, vous pensiez à ce schéma. Alors vous tapez diagramme Darwin sur le web, vous le chargerez tout de suite, vous le mettez en fond d'écran sur votre ordinateur, vous faites quelque chose, mais souvenez-vous-en. Alors j'ai pas le temps, il le commande pendant 60 pages dans l'origine des espèces, ce diagramme, hein. J'aurais pas le temps de vous en dire le quart. Je voudrais vous en dire deux aspects qui sont importants. Ça marche, ça se projette bien. Alors premièrement, donc, le temps va de bas en haut, ça c'est parce que Darwin était un géologue, hein, personne n'est parfait. Et puis, d'ailleurs, il l'a aussi mis en couche, le temps, tous les géologues, hein, au lieu de... Donc, il discrétise, si vous voulez, les périodes, quoi. Donc, les lignes horizontales, ça, c'est du temps, hein. Et puis, horizontalement, c'est un axe extrêmement abstrait qui est la différenciation écologique. Il parle de différence dans l'économie de la nature, hein. Il n'y avait pas encore le mot écologique à l'époque, ni le mot niche. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce schéma? Eh bien, si on suit, par exemple, la lignée qui part de A, eh bien, vous avez constamment des formes nouvelles qui apparaissent. La plupart s'éteignent. Ça va, non, c'est pas fini. La plupart s'éteignent parce qu'elles sont en compétition les unes avec les autres, et celles qui s'éteindront le moins, c'est celles qui seront le plus sur les bords, parce qu'elles sont... Je ne sais pas si c'est clair ça, mais comme les formes sont en compétition les unes avec les autres, celles qui sont proches écologiquement, elles se font de l'ombre et elles s'éteignent à cause de la compétition. Celles qui sont sur les bords ont plus de place écologiquement pour se développer, elles s'éteignent moins. Le résultat, c'est que les lignées divergent. Donc, le deuxième principe de Darwin après la sélection naturelle, c'est le principe de divergence. Les lignées vont diverger du fait de l'extraction des formes intermédiaires. Et puis progressivement, ça va fabriquer des lignées de plus en plus divergentes. Et donc si jamais vous mettez peu de temps entre deux lignées, vous êtes parti de là d'une population, vous avez fabriqué 3 variétés différentes, 3 races. Hein. Si jamais vous avez pris un peu plus de temps, ça c'est encore 2 variétés, puis ça c'est une autre sous-espèce. Hein. Et puis encore plus de temps, ça c'est déjà 2 sous-espèces, ça c'est une autre espèce. Encore plus de temps, ça c'est 2 espèces, ça c'en est une 3e. Encore plus de temps, déjà ça c'est 2 espèces, et puis ça c'est un autre genre. Hein. Et donc, en fait, à toutes les échelles, la différenciation se fait comme ça dans le monde vivant. Et vous voyez que la biodiversité, c'est quoi? C'est le résultat de ce truc-là. Alors, premièrement, pour comprendre ça, il faut comprendre, excusez-moi, là j'avais des trucs, que la notion d'espèce est donc une notion tout à fait contingente, hein, je reviens là-dessus. Je vais décider d'appeler espèces de lignées quand elles sont suffisamment différentes pour que j'ai envie de leur donner une individualité forte. Mais c'est quelque chose de subjectif. Il n'y a rien qui nous dise dans la nature quand est-ce que c'est des espèces. Ces lignées existent indépendamment de nous, mais le fait qu'on les appelle sous-espèces, espèces ou genres, ça c'est subjectif. D'accord? Et du coup, hein, Darwin insiste beaucoup là-dessus. Donc, évidemment, quand les naturalistes se chipotent pour savoir si jamais deux trucs sont des espèces ou pas, de toute façon, ils peuvent se chipoter tant qu'ils veulent, parce qu'il n'y aura jamais de critères définitifs. Que ça soit bien clair. Alors Darwin insiste là-dessus, hein. Il explique que jusqu'à présent, on n'a pas pu tracer une démarcation entre les sous-espèces et les espèces, ni entre les sous-espèces et les variétés, ni entre les variétés et des différences individuelles. Ces différences se fondent l'une dans l'autre dans une véritable série. Donc entre la différence entre 2 individus, de variétés, de sous-espèces, 2 espèces, c'est la même chose, à des degrés différents. Il se rend compte qu'il perd sur ce sujet-là. Hein. Il crée un ami dès l'année suivante. Je suis souvent désespéré d'obtenir que la majorité des naturalistes simplement me comprennent. Des gens intelligents qui ne sont pas des naturalistes et qui n'ont pas une idée bigote du terme espèce montrent plus de clarté d'esprit. Moi, je suis content qu'il emploie le mot bigote parce que je voudrais vous dire qu'effectivement, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de religieux. C'est vraiment lié à la Genèse, c'est cette vision religieuse du monde qui nous obsède avec les espèces. Et je reviendrai un petit peu là-dessus tout à l'heure. Si vous tapez biodiversity sur le web, vous allez trouver des trucs comme ça. Vous voyez les espèces, et puis derrière un fatras tellement compliqué, on ne va pas trop s'en occuper. Hein. Même les plus sérieux, hein, des gens qui s'occupent de biodiversité, vont vous dire, la biodiversité, il y a 3 composantes. Premièrement, la diversité entre espèces, deuxièmement, la diversité dans l'espèce, et puis la diversité des écosystèmes. Pourquoi séparer la diversité entre espèces et entre espèces? Oui, et dans les espèces, vous voyez que c'était la même, hein, vous voyez le schéma de tout à l'heure. Si jamais on avait bien intégré ce schéma, ça viendrait à l'idée de personne de faire une différence entre la diversité entre espèces et la diversité dans les espèces. Donc ça fait 150 ans que c'est publié, on ne l'a toujours pas assimilé. Et on est toujours dans une vision fondée sur la Genèse, et on a rajouté de la diversité dans l'espèce pour faire plus joli, mais on n'a toujours pas compris ce que c'était que la biodiversité. Alors, les espèces, c'est censé être bien gentilles, se croiser que entre elles, etc. Bon, elles ne le font pas normalement, mais elles le font quand même. En fait, elles le font vachement souvent. Je voudrais vous dire que beaucoup plus souvent que ce qu'on croit.
Bon, souvent ça donne rien comme ça. Il y a des cas où ça donne des hybrides plus ou moins stériles, plus ou moins fertiles. Je souhaite que les mulets ne sont pas tous stériles, contrairement à ce qu'on raconte. Quand j'étais jeune, on nous racontait que les lions et les tigres, on ne pouvait pas faire des petits. Quand ils ont commencé à en faire, eh ben, tout de suite la vision religieuse de l'espèce est sortie. Tout de suite, on a dit, ils vont être stériles. Sainte espèce, priez pour nous. Ben, paf, ils ne sont pas stériles, on a la deuxième génération, tant pis. Et j'adore celui-là, moi. Hein, c'est un hybride chèvre-mouton. Hein. Les chèvres et les moutons, ovins et caprins, je peux vous dire, c'est pas seulement pas la même espèce, c'est pas le même genre, c'est même au-dessus du genre, la différenciation. Et il est fertile, bien que le nombre de chromosomes des chèvres et des moutons ne soit pas le même. Donc vous voyez qu'il y a de quoi faire avec... c'est pas vrai que les espèces sont des trucs qui se croisent à l'intérieur et pas à l'extérieur. C'est des lignées qui sont suffisamment différentes pour qu'on ait envie de leur donner des noms différents. Évidemment, s'ils se croisaient tout le temps, ils ne pourraient pas être très différenciés. Mais la réalité, c'est tout autre. Et évidemment, donner de l'espèce une définition aussi précise que ça et aussi fixée, c'est donner une vision créationniste du monde, puisque si c'était vrai, il ne pourrait pas y avoir d'évolution, il ne pourrait pas y avoir d'apparition de formes nouvelles. Ou alors il faudrait que directement l'espèce apparaisse avec toutes ces différences d'un coup, c'est pas possible. Donc, en fait, la définition qu'on donne officiellement de l'espèce, c'est une définition qui va contre l'idée d'évolution. Alors, le nombre de conneries qu'on raconte à propos de ça, là, par exemple, on va vous dire qu'il y a 10 fois plus d'espèces d'insectes que de plantes. C'est vrai, hein. Mais moi, je connais un petit peu les insectes et un peu mieux les plantes. Je peux vous dire une chose, c'est que les insectes, dès qu'ils ont un poil de travers, ils font une nouvelle espèce. Hein. Les drosophiles, c'est un enfer. Mais il y en a d'autres. Et à tel point qu'ils ont été obligés de définir des espèces jumelles. Vous voyez, les trucs, c'est tellement pareil, mais bon, bref. Donc, chez les plantes, au contraire, il y a beaucoup de diversité dans chaque espèce. Les plantes ont beaucoup plus de mal à faire des espèces. Ce qui fait que le gâteau de la biodiversité, si vous voulez, les espèces le découpent en tranches fines qui sont des espèces, les plantes les découpent en grosses tranches. Vous comptez le nombre de tranches, vous ne comptez pas la quantité de gâteau. C'est quand même un peu évident, ça, non? Eh ben, n'empêche qu'il y a encore plein de couillons pour vous dire qu'il y a 10 fois plus de diversité chez les insectes que chez les plantes. Parce qu'ils ont compté les espèces. Mais quand je vous dis des couillons, c'est dans le journal du CNRS l'année dernière que c'est paru. Hein. Dans le journal du CNRS l'année dernière, il y avait marqué 90% de la biodiversité terrestre est chez les insectes. Hein. Donc, c'est quand même extrêmement pénible de voir à quel point les scientifiques sont aussi là-dedans. Donc voilà, ça c'est le point essentiel que je voulais dire, c'est que donc, si vous voulez comprendre la biodiversité, il faut comprendre que c'est quelque chose de dynamique, que c'est pas quelque chose de statique. Et le dernier point, donc, comprenez bien qu'en fait, on a tous une vision créationniste du monde dans la tête parce qu'on a été éduqué là-dedans. Hein, qu'on remplace le mot créateur par le mot évolution. On va dire l'évolution a créé les espèces. À la place de dire le créateur a créé les espèces. Mais au fond, ça ne change rien, une fois que c'est fait, c'est fait. Ben non, l'évolution n'a pas créé les espèces, l'évolution crée constamment et détruit constamment de la diversité. C'est pas du tout la même chose. Hein. Et donc, si je reprends ce schéma, je voudrais vous dire le dernier point qui m'importe de vous dire aujourd'hui. J'ai encore une minute. Non, tu n'as plus de temps. J'ai plus de temps, on va attendre. Mais non, mais prends-le. Dans ce schéma-là, qu'est-ce qui se passe? Vous avez constamment des extinctions. Les extinctions sont nécessaires à la biodiversité. J'insiste là-dessus. Si vous n'aviez pas d'extinction, les formes intermédiaires s'éteignant pas, vous n'auriez pas de divergence. C'est parce que les formes du milieu s'éteignent que vous avez de la divergence. Donc ça, c'est le deuxième point que vous n'avez peut-être pas souvent entendu dire non plus. L'extinction est un élément essentiel dans la biodiversité. C'est elle qui permet la divergence des lignées. Mais, c'est difficile de faire l'expérience de penser, qu'est-ce qui se passerait s'il n'y avait pas d'extinction, c'est-à-dire si jamais il n'y avait jamais extinction des formes intermédiaires, tout resterait collé. Hein, bon. Donc il n'y aurait pas des formes différentes. L'extinction, évidemment, elle est compensée par la divergence. C'est-à-dire que des lignées s'éteignent, d'autres se différencient progressivement, et donc on a une dynamique. La biodiversité, c'est un processus dynamique, avec des extinctions d'un côté, des divergences de l'autre. Et c'est l'ensemble des deux qui produit la biodiversité. Alors un équilibre dynamique, c'est pas comme un équilibre statique. Un équilibre statique, ça tient, bon, et puis si on bouge pas trop, ça va revenir toujours au même endroit. Un équilibre, ça peut être plus ou moins fragile, hein, mais voilà. Un équilibre dynamique, il faut que ça bouge pour que ça se maintienne. C'est l'équilibre d'un vélo. Hein, si je vous montre un vélo comme ça, vous savez qu'il bouge. Soit il est en train de tomber, soit il est en train d'avancer, mais en tout cas, il ne va pas rester comme ça. Eh bien, il faut bien comprendre que la biodiversité, c'est la même chose. Je vais passer... c'est si vous l'arrêtez qu'elle tombe. Donc alors ça, c'est vraiment important. C'est-à-dire que si vous essayez de figer la biodiversité, vous foutez en l'air votre équilibre dynamique, et du coup, vous êtes les ennemis de la biodiversité. Alors... bon, je vais prendre un autre exemple d'un équilibre dynamique. Un satellite, c'est un équilibre dynamique autour de sa planète, ça se maintient grâce au fait que ça bouge. Et les équilibres dynamiques, ils peuvent rentrer dans des dynamiques d'effondrement. Donc vous avez un satellite, par exemple, s'il ralentit, il va commencer à se rapprocher de la planète, un jour ou l'autre, il va tomber. Au moment où il ralentit, il ne tombe pas tout de suite. Vous voyez, c'est le contraire de ça. Ça, si je le bouge trop, il va tomber. Mais un équilibre dynamique, c'est plus lent. La biodiversité, on en est exactement là. On sait qu'on est en train de se casser la figure. On sait que tous les indicateurs nous le disent, on y reviendra. Mais
on n'est pas encore au moment où les espèces s'éteignent massivement. Mais on sait que ça va arriver. Parce qu'on est dans cette phase, dans cette dynamique d'effondrement, et je pense que ça, c'est important de le voir comme ça. Je voudrais vous prendre un dernier exemple, une dernière image pour vous frapper vos esprits. Notre corps est en équilibre dynamique avec son environnement. On mange, on excrète, on boit, on respire, et tout ça, c'est ce qui fait qu'on est vivant. Imaginez quelqu'un qui vous dise « je t'aime, je tiens à toi, je veux te conserver, je vais te mettre au frigo ». Évidemment que vous ne seriez pas d'accord. Vous voyez, mettez pas la biodiversité au frigo. Merci. Voilà, on peut avoir une petite discussion sur ce que c'est que la biodiversité maintenant, puis sur les questions de crise après. Merci. Donc, discussion, qu'est-ce que c'est la biodiversité? Les commentaires. Je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent défendre le concept d'espèce. Donc, dans notre civilisation, on a a priori une vision figée des espèces. Est-ce que dans d'autres civilisations, il y avait instinctivement une vision évolutive des espèces? Je vais vous répondre très honnêtement, j'en sais rien. Les gens qui m'ont dit que dans les visions hindouistes, il y avait plus de transformations. Vous savez, je vous ai montré d'ailleurs une photo de Vishnu, les avatars se sont matérialisés progressivement dans différentes formes. Mais donc je ne sais pas. Et puis en fait, je pense que c'est compliqué parce que si jamais moi j'ai discuté un peu avec Philippe Descola, donc qui étudie la vision de la nature dans d'autres sociétés, qui est au Collège de France, et il a travaillé avec les Indiens Nashua, mais l'idée même de nature n'existe pas chez eux. C'est-à-dire qu'essayer de traduire l'idée de nature telle qu'on la voit nous, comme quelque chose d'extérieur à l'homme, chez des gens animistes, pour moi, des animistes, ils ont une vision du monde tellement différente de la nôtre que je pense que c'est extrêmement difficile de transposer nos visions dans leur vision à eux et réciproquement. On conserve dans le froid des semences ou des espèces, donc ça ne sert à rien. Je pense qu'effectivement, à long terme, oui, l'histoire de Svalbard, je comptais en parler dans la troisième partie. On y reviendra. Comment ? C'est entre guillemets les mauvaises solutions, mais on conseille en parler dans Voilà, on en parlera dans la troisième partie. Effectivement, c'est une mauvaise solution sur le moyen terme, et encore pire pour le long terme. Si vous voulez garder Si vous remettez la machine en route et que vous voulez la réensemencer, vous pouvez effectivement, sur le court terme, garder quelques trucs pour pouvoir remettre les choses en route. Mais si vous croyez qu'une fois que vous avez fait ça, vous avez fait le boulot, alors là, c'est catastrophique. Un exemple juste positif de cette mise en conserve, je dirais des semences, c'est ce qui s'est passé récemment. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu un conflit en Syrie et en Irak. Il y a eu, oui. Ouais, et qu'il y a encore. Et donc, il y a des semences qui ont disparu, notamment parce que les sites où étaient basées toutes ces semences ont disparu. Et donc, il y a des chercheurs syriens, je crois que c'est, ou irakiens, bref, qui ont été demandés à pouvoir récupérer les semences qu'ils avaient déposées dans cette banque de semences, et ce qui n'était pas prévu pour ça, et ces personnes l'ont récupéré. Je dirais que là, à ce niveau-là, donc à très court terme, ça peut avoir un effet positif parce qu'on a pu les récupérer. Mais on aura l'occasion de dire plus tard que sur le moyen et sur le long terme, ce n'est pas une solution. Mais là, en l'occurrence, ça a servi. Ouais, enfin, ils ont fait tout comme on est quand même assez nombreux à dire que ça ne sert à rien, ils ont fait tout un battage sur ces semences syriennes. J'aimerais bien être sûr que c'était le seul endroit où on pouvait les retrouver. Ouais. Enfin, mais bon. Voilà. Si on ne peut pas le faire en comptant les espèces, comment on peut quantifier la biodiversité? Alors c'est un vrai problème. On n'a pas de quantification globale de la biodiversité, ça n'existe pas. Il y a des gens qui travaillent, mais il y a très peu de gens qui travaillent vraiment à une approche théorique de quelle pourrait être une définition de la biodiversité. Moi, personnellement, je pense que, premièrement, il y en aura plusieurs. Il y a une diversité structurelle, si vous voulez, une diversité fonctionnelle. Vous pouvez regarder comment fonctionnent les écosystèmes et quelles sont l'ensemble des fonctions qui sont exercées par les différentes formes vivantes. Certaines espèces ont une très grande diversité fonctionnelle, d'autres une beaucoup moins grande diversité fonctionnelle, donc vous allez avoir des choses beaucoup plus compliquées que ça. De toute façon, la systématique, depuis belle lurette, elle s'est fondée sur l'idée d'espèces, mais elle s'est bien rendue compte que ça ne marchait pas avec que les espèces. Donc il y a les variétés, il y a les sous-espèces, les espèces, les genres, etc. Si on pourrait déjà regarder tout ça et faire un index avec tout ça, plutôt que de se contenter de compter des espèces. Ça, on a déjà les moyens de le faire. Alors on peut faire des corrections phylogénétiques, c'est-à-dire
compter moins 2 espèces proches que 2 espèces éloignées. Ça, c'est des choses qui se font, mais c'est quand même encore un petit peu du bricolage. C'est vrai que si on voulait travailler sérieusement, je pense qu'il faudrait travailler sur l'arbre généalogique général des génomes, et je pense qu'on en aurait les moyens théoriques. Mais après, travailler sur l'arbre généalogique général des génomes d'un ensemble d'êtres vivants, définir une notion de biodiversité à partir de là et fabriquer un système d'estimation, parce qu'évidemment on ne pourra jamais la mesurer totalement, et bien ça c'est quelque chose sur lequel à peu près personne ne travaille, parce que si j'avais quelqu'un qui travaillerait là-dessus, si vous voulez, ça demanderait beaucoup de travail pour pas beaucoup de rendement, alors qu'actuellement, de toute façon, il suffit de mettre des indices à tire-larigot sur le marché, puis de dire que tout va mal, et puis de faire autrement. Donc je pense qu'il y aurait une vraie recherche à faire là-dessus, entre les matheux, parce que travailler sur des arbres, c'est compliqué. Et on le fait un petit peu dans la chaire qui s'appelle modélisation mathématique de la biodiversité, qui est en commun entre le muséum et l'école polytechnique, et puis un petit peu Orsay maintenant. Donc voilà, on le fait un petit peu, mais c'est un gros travail théorique, et ça ne rendra pas d'argent, et ça ne permettra pas tout de suite de prendre des décisions, donc il n'y a pas beaucoup de moyens pour faire ce genre de choses. Mais en guise de complément à ce que tu viens de dire, Pierre-Henri, effectivement, les indicateurs qui existent actuellement sont basés soit sur la notion d'espèce, soit sur la notion d'abondance au sein de ces populations d'espèces. Mais effectivement, il y a des travaux qui, à partir des données de ce qu'on appelle, entre guillemets, les listes rouges des espèces, c'est-à-dire qui inventorient celles, je reprends le terme d'espèces, mais c'est un indicateur qui existe, celles qui sont les plus menacées. Il y a des travaux, notamment que mène Sandrine Pavoine, qui est du muséum, qui est d'introduire des critères phylogénétiques, donc basés sur des données génétiques aussi, pour essayer de regarder, essayer d'améliorer sur la base de ces indicateurs qui font loi actuellement. Maintenant, est-ce qu'il y a une recherche qui remet tout en jeu, c'est plutôt du bricolage, enfin voilà. Je dirais, sans vouloir dire que c'est quand même des recherches qui sont importantes et qui amènent un plus, mais ce n'est pas des recherches de fond qui permettent de reprendre tout à la base. On essaye d'améliorer les indicateurs qui existent avec ces données phylogénétiques. Oui, c'est intéressant. On part de la genèse et on essaie d'améliorer le système plutôt que de se dire bon, on va laisser ça de côté, on va faire autre chose. Peut-être que c'est une bonne méthode, hein, mais j'aurais bien aimé qu'on se mette plus de poids de l'autre côté. Quelquefois, on nous dit qu'on n'a pas encore découvert, qu'on a découvert seulement que X% des espèces. Cependant, qu'il reste plein à découvrir. Comment est-ce qu'on peut définir un tel pourcentage? Alors, il y a des méthodes diverses et variées. L'une, par exemple, c'est vous prenez quelques dizaines de mètres carrés dans la forêt tropicale, vous mettez des insecticides sur tout, et puis vous faites tout crever, vous ramassez tous les insectes morts et vous regardez combien il y avait d'insectes que vous connaissiez, d'insectes que vous ne connaissiez pas déjà là-dedans, et après vous extrapolez à l'ensemble de la forêt tropicale. Bon, c'est un peu grossier, mais voilà, vous pouvez obtenir des estimations à partir de ce genre de choses, c'est-à-dire que à chaque fois que vous faites une prospection exhaustive, eh bien, vous pouvez regarder quelle proportion vous connaissiez déjà, quelle proportion vous ne connaissiez pas, et du coup, selon les milieux, ça ne va pas être les mêmes valeurs, évidemment, mais vous pouvez extrapoler en fonction des surfaces des différents milieux à l'échelle de la Terre. C'est des estimations très grossières, mais voilà, on sait qu'il y a plein d'espèces qu'on ne connaît pas, et entre nous, quand on ne l'appelle pas connaître, il y a plein d'espèces qu'on n'a pas nommées, parce que c'est pas parce qu'on a nommé une espèce qu'on la connaît. Et donc c'est ça qui m'énerve un peu, moi, dans cette affaire. Je m'en fous, moi, de connaître une espèce parce que j'ai son nom et j'ai rien d'autre. Franchement, c'est pas ça, connaître. Donc, et évidemment, il y a une infime minorité des espèces qu'on connaît. Donc on sait un petit peu comment elles vivent, etc. Si je peux juste rebondir sur ce qui vient d'être dit, effectivement, actuellement, en termes du nombre d'espèces, parce que c'est ce dont on parle, là, l'objet de la question, c'est environ 1 700 000 espèces, sachant que les indicateurs dont tu as parlé qui extrapolent à peu près, on va dire, 10 millions au total potentiel. Sachant que vous êtes au courant de ces explorations, notamment Tara Océan, qui, à chaque fois qu'elles ont été récupérées du matériel biologique dans les mers, se sont aperçues que dans ce matériel biologique, 90% étaient inconnus auparavant. Donc c'est assez difficile. Par contre, ce qui a été dit, effectivement, mettre un nom sur des espèces, c'est pas le plus important, c'est de les connaître et notamment
essayer d'évaluer leur état. Parce que pour la suite de ce qui va nous intéresser, pour essayer d'évaluer quelle est la crise, quel est l'état de la biodiversité, bien, il faut avoir plus qu'un nom d'espèce, il faut être à même d'avoir une évolution, donc pouvoir les suivre. Donc peut-être que vouloir chercher à savoir combien il y a de ces entités de biodiversité, c'est important, mais les enjeux actuellement sont plutôt d'essayer de savoir comment celles qu'on connaît déjà, en ayant une proportion importante, se portent. Voilà.